Les mains vides de Adji Daniel, c'est un chef-d'œuvre et nous en avons énormément. Et la RTI se doit régulièrement de vous rappeler le potentiel que nous avons. Et régulièrement, vous le constatez, nous allons vous proposer des extraits de tous ces chefs-d'œuvre. Nous recevons à présent Madame Kessé Félicienne. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller d'orientation et membre de l'ONG GrandesÉcoles.net. Oui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est comment choisir un maître de maison. Effectivement, il n'est pas aisé de choisir un maître de maison. Oui. Il arrive que dans le parcours d'un élève, il puisse rencontrer des difficultés. Oui. Et lorsque les parents n'arrivent pas à aider leur enfant, ils recourent à un maître de maison, à un cours particulier, à une personne qui intervient pour aider l'enfant. Et voilà, c'est de cela que nous allons parler ce matin. Il n'est pas toujours aisé, je l'ai dit, de pouvoir choisir une personne pour aider son enfant. Donc, comment choisir un maître de maison, un répétiteur? Pour le faire, il faut pouvoir distinguer les différents intervenants. Nous avons des maîtres enseignants qui sont en activité. Il y a certains qui sont à la retraite. Il y a également des étudiants qui peuvent jouer ce rôle. Et il y a des organismes également qui interviennent dans ce domaine. Donc, nous allons présenter... C'est vrai qu'on a le choix. Maintenant, vers qui se tourner de manière en fait, objective. Voilà, il suffit de pouvoir savoir les compétences de ces différentes personnes. Donc, nous allons présenter les avantages et les inconvénients de recourir à chacun des intervenants. Lorsque nous prenons un enseignant en activité, l'avantage que cela présente, c'est qu'il connaît en profondeur les programmes qui ont cours dans le système éducatif. Il connaît le niveau des enfants, il connaît les difficultés habituelles des élèves et il sait quelle méthode adopter pour faire face à leurs difficultés de façon habituelle. Lorsqu'il s'agit même de leur enseignant, c'est beaucoup plus facile. Mais il peut présenter également des inconvénients. L'inconvénient à ce niveau, c'est que les exercices qu'il propose au domicile de l'enfant, à l'enfant en particulier, reviennent le plus souvent en classe et l'enfant a l'impression qu'il est efficace, qu'il est devenu compétent. Alors que c'est une illusion, parce que si c'est les mêmes types d'exercices qui reviennent, les données changent, c'est vrai. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il peut avoir un inconvénient. Lorsque nous prenons un enseignant qui est à la retraite, il a beaucoup... Attendez, on va y aller par étapes. La première étape, donc, on a dit qu'on prenait l'enseignant qui est en activité. En activité. Qui n'est pas forcément l'enseignant de l'enfant. Oui, il peut être l'enseignant ou pas l'enseignant. Mais le cas que vous avez pris, c'est lorsqu'il est l'enseignant de l'enfant. Lorsqu'il est enseignant de l'enfant, il connaît beaucoup plus l'enfant. Il connaît en profondeur les difficultés de l'enfant. Mais il peut être en activité sans être l'enseignant de l'enfant. Et il connaît les difficultés habituelles des enfants, des élèves. Il sait que, par exemple, en mathématiques, les élèves butent sur un chapitre particulier et il sait quelle méthode utiliser. Parce que comme il est en activité, il rencontre beaucoup d'élèves. Il sait en majorité les types de difficultés que les enfants éprouvent. Et donc, l'inconvénient majeur, c'est que les exercices qui sont le proposés, niveau de l'élève peut ne pas être refléter son niveau réel, parce que l'enseignant lui donne ce dont il a besoin pour passer en classe supérieure. En fait, ce n'est pas une affirmation, mais je dis que les exercices, par exemple, qu'il propose à la maison à l'enfant, concernant le chapitre, quelquefois les exercices reviennent en classe. Et l'enfant, c'est une illusion, parce que quand il fait, il réussit, il a fait à la maison, et il reprend l'exercice à la maison et en classe. Nous allons poursuivre, mais juste après une page publicitaire. Après beaucoup, Princesse Ashanti, Africa Tour vous présente l'histoire d'un prince infirme au destin incomparable. Neutralisez-le! Neutralisez-le! Sundiata Keita, le réveil du lion. À voir au cinéma de novembre 2014. Annonceurs, associez-vous à l'événement. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, VI2LE, ça ne ment pas.
ville au 98 102, 150 premiers SMS. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous sommes les gagnants de 50 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs en participant au jeu SMS Magique. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner la somme de 300 000 francs. Je viens de gagner la somme de 1 million. Faites comme moi. C'est le gros lot de la semaine. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs les SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Si vous nous prenez encore, merci d'être là. Nous sommes avec Madame Kessé Félicienne. Elle est conseillère d'orientation et membre de l'ONG Grandes Écoles.net. Et nous essayons de dégrossir les choses et de savoir comment choisir un maître de maison. Oui. Nous avons vu les avantages et les inconvénients de choisir un maître de maison en activité. Oui. Donc, un enseignant. Oui. Maintenant, nous allons parler du cas où ce serait un enseignant à la retraite. Voilà. S'il s'agit d'un enseignant à la retraite, Oui. il dispose de beaucoup d'expérience. Voilà. Donc, c'est l'avantage vraiment qui est mis en relief. Et l'inconvénient, c'est qu'il est parfois déconnecté du programme. C'est vrai que le programme peut changer. Le programme change, il a des réformes. Voilà. Donc, il est déconnecté. Voilà. Maintenant, nous allons passer au cas de l'étudiant. L'étudiant, c'est une personne qui est moins âgée que les enseignants de façon générale. Il est beaucoup apprécié des élèves parce que les cas d'âge ils se sentent beaucoup plus proches, moins impressionnés. Voilà, moins impressionnés, moins intimidés, moins stressés. Ils peuvent facilement s'exprimer, parler de leurs difficultés et échanger avec les... L'avantage aussi à ce niveau-là, si on veut référer également aux coûts, ils sont moins payés que les enseignants qui sont en activité. Le tarif est moins élevé par rapport à eux. Mais est-ce qu'ils ont de la pédagogie aussi? Non. Au niveau des inconvénients, il manque parfois de pédagogie. Lorsque l'enfant est en difficulté, il ne sait pas comment aborder les points dans lesquels eux-mêmes ne sont pas parfois très doués. Ils ont des connaissances, mais ils n'ont pas la pédagogie là de transmettre. Donc, ils peuvent éprouver des difficultés à ce niveau-là avec l'enfant. Il y a également un problème, c'est qu'ils n'arrivent pas parfois à s'imposer au niveau de l'autorité. Ça pas parce que l'enfant, le cas d'âge, si c'est un lycéen, et puis un étudiant, les cas d'âge est parfois de 5 ans, de 2 ans, de 3 ans, ça dépendra. Donc, il n'arrive pas à s'imposer lorsque l'enfant n'arrive pas à étudier. Lorsque l'enfant a des difficultés d'apprentissage, lorsqu'il refuse de travailler, lorsque c'est un adolescent déjà qui veut essayer de combattre ses parents, qui entre en conflit avec ses parents, qui refuse de travailler, vraiment, l'étudiant n'a pas les moyens de pouvoir l'aider. Et ça, c'est vraiment un handicap pour lui, pour pouvoir aider l'enfant. Mais il y a un autre cas encore? Oui, le cas des organismes. Les organismes, ce sont des structures qui sont mises en place et qui recrutent des enseignants. À ce niveau-là, les avantages, c'est que lorsqu'ils recrutent un enseignant, il y a un entretien qui est mené avec l'enseignant pour déterminer ses compétences, son niveau, et puis il lui indique une pédagogie de soutien qu'il communique à l'enseignant pour pouvoir prendre les enfants et pouvoir les aider de façon efficace. Mais au niveau de l'inconvénient, c'est que le professeur, l'enseignant qui est engagé n'est pas forcément un enseignant, par exemple, de l'éducation nationale. Ça peut être un travailleur, un salarié, mais qui a des compétences dans les disciplines. Si on prend, par exemple, un ingénieur scientifique, il a forcément des compétences en mathématiques, et puis il vient prendre. Donc, il faut déterminer ses compétences, son niveau, ses qualités pour voir s'il peut vraiment aider l'enfant. Et il suit certaines pédagogies, la pédagogie de soutien pour aider. L'inconvénient à ce niveau-là, c'est que c'est la structure qui impose la pédagogie qu'il doit pouvoir appliquer. Voilà, donc il est conditionné à ce niveau-là. Alors, ce qui est impressionnant, c'est qu'on a toujours le pour et le contre. Oui. Donc, du coup, dès que vous parlez d'une option, on se dit « Ah, mais c'est génial !» Ensuite, dès que vous posez le contre, on se dit « Peut-être pas ». Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, quel que soit l'intervenant, quel que soit le médiateur, il y a des étapes à respecter. La personne qui veut prendre un maître de maison pour son enfant doit connaître son objectif. Qu'est-ce qu'il vise? Est-ce qu'il veut améliorer le niveau de son enfant? Est-ce qu'il veut combler
des lacunes. Parce qu'il y a des enfants qui travaillent très bien, qui ont 11, 12 de moyenne, mais pour pouvoir intégrer certaines structures de formation, des filières d'excellence qui ont besoin, par exemple, d'avoir 14, 15 de moyenne. Donc, les parents prennent des maîtres de maison pour pouvoir relever, améliorer le niveau de ces enfants-là. Donc, en tenant compte de ce que je viens de dire, le parent va faire son choix. Il y a des enfants qui ont des difficultés, des lacunes, vraiment depuis le bas âge, depuis le point primaire. Donc, on peut prendre par exemple un enseignant. Donc, c'est selon les besoins qu'on choisit l'intervenant qu'il faut. Mais les étapes... Je vous prends un exemple. Oui. L'enfant est ordinaire. Oui. Se débrouille toujours pour être entre 9,80 et 10,05. Oui. Et le parent se dit, bon, il passe haut la main, mais on ne sait jamais. Comme il commence à aller dans les grandes classes, vaut mieux qu'il soit encadré pour ne pas échouer à un examen, par exemple. Qu'est-ce qu'il prend comme À ce niveau-là, il faut dire que les maîtres de maison, c'est vrai qu'ils présentent des avantages, mais il y a également des inconvénients. De façon générale, ça peut améliorer le rendement, la performance de l'enfant. L'enfant peut passer, par exemple, de 9 de moyenne à 10 de moyenne, bien à 11 de moyenne, mais ça enlève quelque chose à l'enfant, l'autonomie. Donc, on va essayer d'apprécier, lorsque l'enfant, par exemple, est confié à un maître de maison, quelle est son attitude face aux apprentissages? Est-ce que le soir, de façon spontanée, il va apprendre ses leçons? Vous allez voir que lorsqu'il a un maître de maison, l'enfant attend toujours la présence de ce maître de maison pour pouvoir apprendre. Mais quel que soit le cas. Quel que soit le cas. Soit un enseignant à la retraite. Voilà, quel que soit le cas. Donc, ce n'est pas de façon automatique qu'on doit pouvoir prendre un maître de maison. Il faut pouvoir indiquer les méthodes de travail à l'enfant. Donc, en fait, c'est comme si c'est devenu à la mode. Sinon, tous les enfants n'ont pas besoin d'avoir des maîtres de maison. Mais d'un autre côté, pour le parent, c'est rassurant. Parce que le parent passe sa vie à chercher de l'argent pour subvenir aux besoins de l'enfant, pour le mettre dans les meilleures conditions. Et moralement, on se dit, je ne suis pas là au moment où il doit aller se coucher, par exemple, ou au moment où je pars le matin. Donc, il faut absolument qu'il y ait un encadrement pour, au cas où, combler ses lacunes et puis qu'il y ait une autorité. Il faut apprendre à l'enfant à pouvoir s'automiser à apprendre ses leçons de façon... C'est vrai que l'enfant qui est à l'école primaire de 3 ans jusqu'à 10 ans, par exemple, ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir. Il faut donner des méthodes parce que déjà, l'enseignant du primaire, il est beaucoup plus directif avec l'enfant. Donc, il est beaucoup plus proche de l'enfant et l'enfant aussi a besoin du relationnel pour apprendre. Donc, lorsque le maître de l'école même déjà lui dit de faire ceci, l'enfant déjà, il prend ça avec lui et il le fait de façon vraiment efficace. C'est lorsqu'on atteint le collège, avec l'adolescence, la préadolescence, où les enfants maintenant recherchent la compagnie de leurs compères, ils n'ont plus envie d'étudier, ils ne sont plus très motivés, qu'il faut pouvoir prendre un maître de maison si vraiment l'enfant en a besoin dans son travail pour pouvoir évoluer. Ce n'est pas de façon automatique. Alors moi, ce que j'en conclus, c'est que c'est vraiment au cas par cas. Et le fait que vous nous ayez donné tous ces exemples nous interpelle sur le principe qu'il ne faille pas donner à un enfant une option ou une autre sans avoir étudié, sans avoir pris conseil. Voilà. Et le parent doit pouvoir échanger avec son enfant, savoir les besoins de son enfant. Quels sont tes besoins? Est-ce que tu as des problèmes pour apprendre? L'enfant peut avoir des problèmes relationnels, des problèmes affectifs avec un parent, par exemple. Être en conflit avec son père. Est-ce qu'un maître de maison peut résoudre ce problème? D'accord. Très bien. Voilà. Alors moi, je vais vous demander un numéro de téléphone en ce qui concerne la structure dont vous dépendez. Il y a le 22 01 47 46. On peut reprendre, s'il vous plaît? Le 22 01 47 46. Également le 58 31 94 58. Très bien. Donc, c'est Mme Kessé Félicienne, conseil d'orientation. Très bien. En tout cas, je vous remercie, madame. Merci aussi à vous. Merci bien. Nous avons des invités d'ECM. Messieurs, bonjour. Bonjour. Monsieur Nganza Herman. C'est ça. C'est cela. Vous êtes accompagné de? Monsieur Gourou Alain. Très bien. Et vous nous parlez de la sortie du film Soundiata Keita. Exactement. Ou Le Réveil du Lion. Ça nous rappelle les années collège. Oui, c'est ça. En principe, en Côte d'Ivoire, on a tous étudié Soundiata Keita. Oui. C'est ça. En classe de 4e, je crois. Voilà. Ou les poupées mandingues. Tout à fait. Et vous, maintenant, c'est Le Réveil du Lion. C'est ça. C'est une adaptation de l'histoire en film d'animation. Donc, je vais le dire, en gros, Soundiata Keita, c'est un film produit par Africatoon. Africatoon, qui est un studio de production audiovisuelle spécialisé dans la production de films d'animation 2D, 3D. Donc, on existe depuis près de 8 ans environ. On a fait pas mal de choses sur l'espace télé. On a fait des pubs pour des clients locaux, des pubs pour des clients à l'international. Et puis, également, en interne, on a fait des séries télé, tout ça.
Donc, pour pouvoir se lancer sur, je dirais, à l'international, on a décidé de produire des films. Voilà, pour se positionner en tant que studio sérieux et puis studio à l'international. Donc, l'année passée, on a produit Pokou, Princesse Ashanti. Et cette année, on produit Soundiata Keita, Le Réveil du Lion. Donc, nous sommes là ce matin pour vous parler de la sortie de ce film qui aura lieu très bientôt dans nos salles de cinéma. D'accord. Donc, voilà. Très bien. Alors, la spécificité, c'est que c'est un film en 3D. Il y a beaucoup d'effets spéciaux. Donc, expliquez-nous un peu, enfin, au grand public, le travail de fond qui a été fait. Ok. D'abord, faire un film en 3D demande beaucoup de connaissances techniques. Donc, on a appris d'abord nous-mêmes sur le tas. Ensuite, on allait se former en France. Et à la suite de ça, nous nous sommes mis à la tâche. On est une équipe d'environ 10 personnes. Chacun est spécialisé dans une partie du travail. Modélisation, texturage, animation, éclairage et autres, tout ça. Tout ça est bien organisé. Il faut noter que tout ça est dirigé par M. Kwame Nguessan Abel. C'est lui qui est le réalisateur de Pokou, Princesse Ashanti. C'est lui qui s'organise. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, on vous entend pas très bien. D'accord. Donc, je disais que tout ça est organisé par M. Kwame Nguessan Abel. C'est lui le réalisateur des 2 films, Pokou, Princesse Ashanti, et puis Soundiata Keita, Le Réveil du Lion. Vous avez un extrait à nous montrer? Présentement, on a un extrait qui passe sur votre chaîne RTI 1. Je pense qu'on a l'élément présentement. Je ne sais pas s'il peut passer présentement. Bon, je vais essayer d'abord. D'accord. D'accord, je crois que ce sera pour la prochaine fois. Oui, alors, ça a demandé beaucoup de travail, le temps, en fait. Tout à fait. Oui. C'est un long projet? Oui, un long projet. On se donne, pour chaque film qu'on produit, environ 1 an. 1 an pour faire le film. L'année passée, en 2013, on a pris 1 an pour faire Pokou, Princesse Ashanti. Et cette année, on a pris environ 1 an pour faire Soundiata Keita, Le Réveil du Lion. Très bien. Alors, quel est votre message ce matin? Bon, notre message ce matin est que ce samedi 8 novembre, c'est la grande première de Soundiata Keita, Le Réveil du Lion. C'est la toute première sortie en salle du film. Donc, j'invite tout le monde, ce samedi 8, à venir regarder le 2e film d'animation ivoirien, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vous qui avez fait les 2? C'est nous qui avons fait les 2. Voilà. Ah ouais. Et on vous promet que l'année prochaine, vous en aurez un encore, et ainsi de suite. Donc, on s'est donné pour tâche de... C'est combien de temps le film? Quel est le format? 1h15 environ. Très bien. Pokou, Princesse Ashanti, c'était environ 1h05, 1h08. D'accord. Et vous invitez le public où donc? Ça coûte combien? C'est à quelle heure? Oui, ce samedi 8 novembre, au cinéma Primavera, à 11h. C'est la grande première, c'est-à-dire la toute première sortie en salle. Ça coûte 5 000 francs l'entrée. Et ce même samedi, 8 à 15h, vous avez le passage du même film, Soundiata Keita, Le Réveil du Lion, et à 17h également, pareil. Et le même samedi 8, au cinéma Sokosé, donc à 2 endroits de la ville, c'est-à-dire cinéma Primavera pour ceux qui sont du côté de zone 4 et autres, et puis cinéma Sokosé pour ceux qui sont du côté de Cocody. À 15h, ils auront le film Soundiata Keita, Le Réveil du Lion, et à 17h. Donc je récapitule, samedi 8, cinéma Primavera 11h, grande première, 15h, passage du même film, 17h, passage du même film. Cinéma Sokosé, le même samedi 8, à 15h, vous avez Soundiata Keita, Le Réveil du Lion, et à 17h, pareil. Et également le dimanche 8, pour ceux qui n'ont pas pu... Vous allez conclure avec? Comment? Vous allez conclure avec? Le mot de fin. D'accord. Donc j'allais dire, le dimanche 8 également, on a à Sokosé, à 16h, le film qui passe. Donc j'allais dire, les tickets sont à 5 000 francs, à la librairie de France Plateau, au siège du journal Biche, à Koumassi-Ramblay, et puis au cinéma Primavera et au cinéma Sokosé. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Plein succès. Merci. Merci. Nous allons parler Star Karaoké, cette fabuleuse aventure. L'histoire continue. Alors, sachez également que la Star Karaoké 2015, on me dit dans l'oreillette, parce que nous sommes très high-tech également, à l'instar de Africatoon, très haute technologie également, que l'élément que je m'apprêtais à lancer n'est pas du tout l'élément qui va passer actuellement. Mais cela dit, à la discrétion de Rocky Sissoko, on découvre. Le jeune âge, déjà à l'école,
Depuis l'école secondaire et au lycée, bon voilà, c'est toujours moi qui est toujours dans le vêtement en tendance différent carrément des autres, quoi. Et puis c'est l'entourage qui a remarqué, et puis tiens, toi tu es bien pour la mode, tout ça. Il mise sur son look afin d'attirer les clients. Lui, c'est Danny. Il a opté pour la vente de vêtements. Danny s'est fixé des objectifs, a mis tous les moyens pour évoluer. Aujourd'hui, c'est chose faite. Il n'est plus un vendeur ambulant. Danny a un grand magasin. Moi, j'étais commerçant ambulant, comme on le dit. Oui, et je tiens à le souligner, j'ai vendu des vêtements, c'est-à-dire de bureau à bureau. Voilà, c'est-à-dire que je me levais puis je me dis, bon, tiens, aujourd'hui je suis à Marcory, je vais là-bas, je me promène comme ça, puisque j'ai pas assez de moyens, voilà, donc je me dis que c'est par là que je devais commencer. Et petit à petit, ayant un peu des économies, j'ai pris un tout petit magasin. Je me disais que c'est la qualité de mes vêtements qui vont me faire, c'est-à-dire, malgré où j'étais, c'est la qualité de mes vêtements. Donc je mettais l'accent sur la qualité des vêtements, c'est-à-dire les tissus, les coutures, les tendances. Et c'est comme ça, bon, malgré où j'étais, j'ai des clients de partout. Ici, tout est à l'image du maître. Des tenues, des ceintures de marque. Il habille tout le monde. Il est un conseiller vestimentaire autodidacte. J'ai pas fait de formation pour ça. Et les gens s'étonnent souvent. Les gens disent, tiens, toi tu as fait l'Europe, toi tu as fait... Non, je dis, non, bon, c'est dans le sang. Tu as fait son école, je dis, non. Voilà, donc c'est dès le bas âge en fait. Il y a plusieurs types de clients. Il y a des clients qui viennent surtout pour des cérémonies comme des mariages, les dîners galas, tout ça. Donc quand les clients arrivent, ils me disent, bon voilà, j'ai telle cérémonie, habille-moi. Et je me sens à l'aise quand c'est comme ça, quoi. Et puis il y a des clients qui viennent, bon, ils ont vu tel avec quelqu'un, puis ils viennent, bon, voilà. À 36 ans, ce jeune homme a trouvé sa voie et ne compte pas s'arrêter là. Et mon objectif, c'est d'avoir une ligne de vêtements, comme tout jeune qui est dans la mode, toute personne qui est dans la mode. Et puis, j'ai un problème avec c'est-à-dire les clients qui sont dans Abidjan Suite, tout ça, qui se plaignent un peu, donc ils se disent que c'est là-bas, dans le moment où je vais commencer, mais donc tiens, et je sais vraiment que là, c'est le centre-ville, donc mon objectif à moyen terme, c'est d'avoir une bonne base dans tous les quartiers d'Abidjan, quoi, tous les grandes communes d'Abidjan, et puis à partir de là, maintenant, essayer de voir maintenant la sous-région. Sa conviction est simple. La pauvreté n'est pas une fatalité. Il suffit de se battre et d'être persévérant. J'aimerais dire aux jeunes d'être d'abord persévérants, parce que rien n'est facile dans la vie. Quand tu as des objectifs à atteindre, tu dois vraiment te dire que voilà, je peux y arriver. Parce qu'on doit avoir confiance en soi d'abord avant de commencer quelque chose. Avec cette confiance en soi, si c'était confiance en soi, j'allais dire, on arrive, en tout cas, à moins qu'on est trop pressé, quoi. Donc, je demande aux jeunes d'être patients, hein, de chercher, de ne pas chercher la facilité. Désiré Danny, il a compris dans la vie, 100% de ceux qui ont réussi se sont tous battus. Donc, ce sont des exemples, des parcours de réussite que nous avons choisi de mettre en exergue. Il faut se battre pour réussir dans la vie. Rien ni personne ne le fera à votre place. Et c'est un exemple de parcours. Il se prend au sérieux, il aime ce qu'il fait, il y croit et finalement vous y croyez également. Et cela le tire d'affaire d'un point de vue personnel d'abord et ensuite professionnel, pécunier également. Un autre élément à vous proposer, perdre la vue n'est pas perdre la vie. On vous parle d'espoir, on vous parle de considération, on vous parle de respect, de volonté, de se battre et de s'imposer dans la vie, quel que soit le handicap. Ce n'est pas un frein à la réussite. Nous avons un élément d'à peu près une dizaine de minutes à vous proposer à ce sujet. Julien Bailly, 36 ans, est atteint de cécité depuis l'âge de 7 ans.
Tous les matins, pour se rendre à son lieu de travail, nul besoin d'aide. Équipé de sa canne blanche, Julien n'a aucun mal à retrouver le chemin de son bureau qu'il connaît comme sa poche. Grâce à une formation reçue à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, l'INIPA, Julien Bailly est aujourd'hui informaticien. Pour lui, son handicap n'est pas un frein à son épanouissement. Je me sens vraiment libre dans mon esprit et puis dans mes actes. Je peux tout faire, je me dis que je peux tout faire, je me dis que perdre la vue n'est pas perdre la vie. Donc tout est en moi et je peux tout produire selon mes capacités. Des capacités que le sixième sens aide sûrement à mettre en valeur. Malgré la volonté de ces handicapés d'exercer un métier, leur insertion socio-professionnelle n'est pas toujours évidente dans une Côte d'Ivoire où les personnes bien portantes sont frappées de plein fouet par le chômage. Pour mieux assurer l'encadrement et la promotion des personnes aveugles, l'État de Côte d'Ivoire et la Caritas suisse ont créé depuis 1974 l'INIPA. Cet institut œuvre pour la formation des non-voyants suivant des programmes articulés autour de 3 axes. En termes d'éducation, on a 3 éléments de savoir, ça veut dire ce que nous appelons l'aspect cognitif, la grande connaissance. Et puis il y a le savoir-être, comment se comporter dans la vie pour se faire accepter par les autres. Et puis il y a le savoir-faire. Donc si vous ne savez rien faire, vous ne pouvez pas servir grand-chose à la vie. Durant plusieurs années, les pensionnaires de l'Institut des aveugles acquièrent un savoir-faire grâce à des formations théoriques, mais aussi pratiques. Pour offrir plus de débouchés et accroître les capacités d'insertion des personnes non-voyantes, la direction de l'INIPA souhaite que... Pour la formation professionnelle, nous ayons de multiples branches de formation, plusieurs ateliers. Ou tout simplement engager des partenariats gagnant-gagnant. Nous avons fait un projet qui a été financé par un partenaire extérieur. Le projet est là pour la ferme avicole. Nous avons un des non-voyants qui sait bien faire les lits picots. C'est-à-dire, comme il ne voit pas, il se fait faire le cadre par les ferronniers et puis lui, il tisse avec les cordes à linge là. Voilà, il tisse. Ce monsieur, nous allons l'installer ici. Il aura pour lui l'espace. Nous aurons pour nous la formation. Et nous cherchons également un tisserand baoulé là. Il y a un qui est venu me voir, il est prêt, il a même fait le bac et autres, il est prêt à venir, mais il dit qu'il n'a pas les moyens de payer une maison pour l'instant à Abidjan. Donc il est en train de vendre sa production. Quand il aura suffisamment de moyens, il va se prendre une maison et puis il s'installe ici. La production, il va la vendre devant l'Institut et puis nous, on aura pour nous la formation. On lui donne l'espace, mais on aura pour nous la formation. Perdre la vue n'est pas perdre la vie. Pour ces élèves et étudiants aveugles, une seule envie, être perçus comme des personnes ordinaires, des personnes qui peuvent légitimement parler de leur ambition. Le journalisme ou les relations internationales dans... Secrétaire bilingue. Nous retrouvons Julien, venu rendre visite à M. Kouadio Kouman-Edouard. Cet ancien présentateur de la télévision ivoirienne est aujourd'hui aveugle. C'est le glaucome, une maladie des yeux qui l'a fait passer de la lumière des projecteurs au noir total. Grâce à l'apprentissage du braille, il a réappris à vivre. Il milite aujourd'hui pour sa vulgarisation afin d'aider tous ceux qui, comme lui, ont perdu la vue dans le courant de leur vie. Nous avons pour cela d'ailleurs entrepris la vulgarisation du braille. Je vous ai dit que si vous avez ce système et que vous étiez un étudiant qui a arrêté ses études ou un professionnel qui a arrêté son travail ou qui a été renvoyé, vous pouvez reprendre les études partout. L'expérience que je vis actuellement me permet de dire à tous ceux qui ont le malheur d'avoir ce problème Dieu, de ne pas désespérer. Si vous ne voyez plus, cela ne peut pas vous empêcher d'avoir des activités intellectuelles
professionnelle et de vivre comme tout le monde, normalement. Guy Arnaud Kofi est propriétaire d'une poissonnerie. Il y a quelques années plus tôt, Arnaud travaillait pour un cabinet international d'audit. Suite à une hypertension oculaire, il est déclaré non-voyant. Face à une réinsertion socio-professionnelle difficile, il opte alors pour l'entrepreneuriat. J'ai choisi l'entrepreneuriat parce que je me suis dit que c'est pas parce que je suis non-voyant, c'est pas que je ne vois pas, mais j'ai encore d'autres capacités, d'autres atouts que je peux mettre en œuvre. Donc c'est ainsi que, avec l'aide d'un ami, on a monté cette poissonnerie. Depuis on y est quoi. Voilà. Des métiers de l'artisanat à ceux de la fonction publique et du privé, les aveugles en Côte d'Ivoire évoluent dans tous les secteurs, sans aucun complexe pour certains. Franchement, moi je croise beaucoup qui apprécient. Quand ils viennent, il y en a même s'ils ont su que, il y en a quand ils demandent qui a fait, quand je me présente, il est étonné d'abord, il tourne, il y en a même qui vont prendre des renseignements. On dit non, c'est lui il fait. Bon, ils sont contents, il y en a qui payent, il y en a même qui me donnent des cadeaux après. Je me suis très bien inséré parce que les voyants qu'on a commencé à côtoyer depuis la 6e jusqu'à la terminale, jusqu'à passer par l'université, tous nous ont très bien accueillis. Nous aussi, nous avons fait de notre mieux pour ne pas être complexés parmi eux. On a d'abord montré qu'on avait beaucoup dans la tête aussi, et puis on a montré aussi qu'on vivait la même chose qu'eux. Je veux dire qu'on pouvait avoir des émotions, on pouvait avoir des pulsions sexuelles comme eux, enfin tout de la vie. Donc finalement, ça faisait qu'il n'y avait pas de complexe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Afrique compte environ 7 millions d'aveugles, dont 120 000 en Côte d'Ivoire. Le chômage touche plus de la moitié de la population en Côte d'Ivoire. L'insertion socio-professionnelle des non-voyants est un véritable problème de société. Malgré les efforts consentis, les personnes non-voyantes font encore l'objet des stigmatisations en tout genre. Une situation qui rend difficile leur insertion socio-professionnelle, ce qui suscite des interpellations. Que la personne handicapée de la vue, tout comme les autres personnes handicapées, sont des hommes comme nous. C'est simplement une maladie. Chacun de nous peut demain être atteint de la cécité, peut demain être atteint de la surdité, ainsi de suite. Et donc, il y a une attitude positive qu'il faut avoir envers ces personnes-là. Parce que certains de nos enfants, même quand ils veulent traverser la grande voie, dès que vous dites, monsieur, s'il vous plaît, vous dites, non, je n'ai pas de monnaie sur moi, ainsi de suite. Non, mais c'est juste demander un service. Quand la personne dit, s'il vous plaît, derrière la disposition mentale nécessaire de dire, bon, je vais au moins l'écouter pour savoir ce qu'il va dire, avant même de dire, non, je n'ai pas de monnaie sur moi. Je comprends que l'environnement qui m'entoure n'est pas forcément préparé à ma situation. Et je me dis que c'est à moi d'assumer la majeure partie de la responsabilité de mon adaptation. Je me dis que c'est à moi de m'arranger pour que justement l'entourage puisse m'accepter. Du coup, ça fait que je prends très positivement ce qui m'arrive. Les valides qu'ils sont, ils doivent considérer que nous n'avons pas choisi d'être... Conclusion, nul n'est à l'abri. Il ne faut pas stigmatiser les personnes handicapées et elles peuvent parfaitement se battre et s'imposer. On se retrouve demain, Mariam Touré, et d'ici demain, je vous demanderai de prendre soin de vous et des autres. Au revoir.